On va passer à la dernière communication à propos des dispositifs médicaux, implantables notamment, et j'ai demandé à un partenaire de l'Académie qui est Medtronic, à M. Stéphane Rémy, de nous en dire un mot, et puis je ferai juste une brève intervention à propos d'un cas particulier là-dessus. Merci à l'Académie de nous laisser la parole au nom de l'industrie. Je tiens tout de suite à présenter les excuses de Laurence Montarasi, qui est notre présidente, et qui n'a pas pu venir, mais qui m'a demandé donc, de traiter le sujet sur le parcours du dispositif médical, de sa conception à sa commercialisation. Et en tout premier lieu, ce que je voulais exprimer par rapport à ça, c'est préciser que pour nous, la conception, elle rime forcément donc, avec l'innovation. Cette innovation, elle est systématiquement, ce que je peux dire, le fruit d'une collaboration ou d'une co-construction avec vous médecins. C'est la rencontre entre l'ingénieur et le médecin qui a besoin, et ça on partage un objectif commun, qui a besoin de répondre à une attente d'un patient. Cette démarche, je crois que nous pensons qu'elle est gagnant-gagnante, qu'elle est fondamentale, puisque sans rencontre entre l'industrie et le domaine médical, pas d'innovation. Et sans dynamique, cette dynamique qui est partagée donc, entre les deux parties, il n'y a pas non plus d'évolution. L'illustration que je pourrais vous en donner, c'est notre cofondateur, Earl Bacon, qui vient de décéder à l'âge de 94 ans, il y a quelques semaines, et qui, pour démarrer l'activité Medtronic, on se situe à peu près dans les années, début des années 50, fin des années 40, où il fait la rencontre avec un jeune chirurgien cardiaque qui vient de lui arriver quelque chose de vraiment spectaculaire, puisque son malade vient de décéder suite à une panne d'électricité. Donc il a demandé à Earl Bacon, qui n'est pas médecin, qui est ingénieur au niveau du génie électrique, de lui concevoir un dispositif qui va pouvoir répondre à ses besoins à la fois médical et à la fois au niveau du patient. Vous avez la naissance du premier stimulateur cardiaque. Alors certes, il n'est pas implantable, mais néanmoins il est autonome, il fonctionne sur batterie, il est en plus donc transportable. Je vous le disais, la construction d'un dispositif donc innovant, ça prend en compte le dynamisme qui peut être partagé et qui est vraiment une source d'évolution. D'ailleurs, ces évolutions, elles sont d'ores et déjà connues à peu près. Je peux vous en citer à peu près 3. C'est en premier lieu la miniaturisation. Je vous ai ramené le dernier cardiocapsule, le dernier pacemaker sans sonde. Aujourd'hui, ça ressemble à ça, un pacemaker. Donc, la miniaturisation, c'est vraiment un thème d'évolution qui est important pour le patient et pour vous aussi, par rapport ne serait-ce qu'aux voies d'abord pour un style de dispositif. Le deuxième, schématiquement, la deuxième tendance, c'est en termes de connectivité. Donc ça passe par la télémédecine, ça passe par la chirurgie à distance. Et puis, on pourrait en citer encore un troisième, c'est le rapport à la facilité d'usage. Et là, je pense à l'IRM compatibilité. Ça, par exemple, ce dispositif-là, on peut soumettre le patient à un IRM au niveau thoracique. Voilà. En gros, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que on a vraiment l'intention que le patient puisse vivre sa vie sans être embêté avec ce genre de dispositif. Et ça correspond d'ailleurs totalement à notre cofondateur qui a toujours mis une mission par rapport à nous, industriels, en tout cas Medtronic, qui est soulager la douleur, rétablir la santé et prolonger la vie. Alors c'est bien, on conçoit des dispositifs, on fait de l'innovation, l'idée sont là, on arrive à communiquer, on peut répondre aux besoins des patients. Maintenant, l'objectif, c'est de faire bénéficier, dans ce chemin, il va falloir faire bénéficier ces dispositifs, ces thérapies aux patients. Vous le savez, en France, le système de santé, si on n'a pas des produits, en tout cas, ou des dispositifs remboursables, ça ne marchera pas. Et là, globalement, pour schématiser, pour aller assez vite, on a 3 grandes étapes imposées. Le marquage CE, on en a parlé tout à l'heure, on en parlait. Alors, il est indispensable, ça s'applique au dispositif médical, mais ça peut très bien s'adapter à n'importe quel produit de la vie courante. Le deuxième, c'est les dossiers qui nous sont demandés au niveau de la CNEDIM, c'est les dossiers économiques et médico-économiques.
concernant nos dispositifs médicaux. Avant même d'avoir un tarif, nous avons déjà un coût par rapport à ces études cliniques que nous fournissons. Et c'est la troisième étape et non des moindres, c'est le passage au CEPS. Alors, que dire sur le CEPS? On peut retenir quelque chose. Il y a 2 ans, il y avait un problème de ressources au niveau du CEPS et qui, en plus, était corrélé à une demande de dossiers qui faisait que grandir. Ça peut arriver. 2 ans plus tard, le problème n'est plus là. Et on s'aperçoit au sein de ce comité qu'on a ouvertement des groupes, des décideurs qui ont un objectif qui est exclusivement budgétaire. Alors, on le constate. C'est une contrainte qui est de plus en plus prégnante et importante. Et la réflexion qu'on est en train de mener, c'est qu'au regard de ce que nous a présenté le président Macron le 18 septembre par rapport à sa réforme, Système de la santé 2022, par rapport à le budget de 3,4 milliards, avec sans doute son augmentation, ce qu'il a prévu, son augmentation de 0,2% de l'âne, le delta entre le montant de la réforme et son ondane de 0,2% qui correspond à 1,6 million, je crois, on a 1,8 million, et que nous sommes industriels persuadés que nous devrons en prendre une partie. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, cette situation nous interroge d'abord sur le questionnement sur la capacité budgétaire de l'État à acquérir des innovations pour vos patients. Et puis, de notre côté, autant qu'industriel, ça nous interroge aussi sur notre capacité à mettre sur le marché des innovations. C'est toutes les questions que nous posons aujourd'hui. Tous ces processus, finalement, ces étapes, elles sont chronophages. C'est des expertises de plus en plus pointues, de plus en plus de juridiques, de réglementaires, nécessaires. Alors ne croyez pas que c'est quelque chose où on va contre, au contraire, par rapport aux exigences qu'on se fixe par rapport à nos patients, c'est quelque chose qui est important pour nous et qu'on arrive encore à supporter. Je voudrais juste citer quelque chose. Aujourd'hui, l'électronique, vous le savez, c'est une grosse société du dispositif médical. L'industrie du dispositif médical, quand on regarde de plus près, c'est 92% de PME, TPE et start-up. Si nous pouvons supporter cette charge accrue de dépenses par rapport aux obligations, on peut se poser la question comment se passe pour les autres sociétés. Je terminerai Alors, on a créé ce dispositif médical, on s'est battu pour avoir un remboursement. Et donc, dans ce chemin de ce dispositif médical, on doit encore en assurer certaines choses. On doit encore passer à accompagner ce dispositif médical, ne serait-ce que par supporter la formation tout au long, ce qui est tout à fait légitime, tout au long de sa vie. Et à titre d'exemple, clin d'œil au professeur Pessot, à titre d'information, par exemple, à Strasbourg, c'est 4500 chirurgiens qui sont formés chaque année à l'IRCAD sur la chirurgie mini-invasive. Donc on les accompagne sur le niveau de la formation, c'est normal. Outre la formation à bonne pratique, on met aussi en place des services au niveau des établissements et au niveau des médecins. J'en sais quelque chose puisque je suis un ancien ingénieur donc électronique. Pendant longtemps, j'ai accompagné au bloc opératoire des médecins pour ne serait-ce que relever les seuils, les impédances de sonde, etc. Ce qui représente quand même une économie par rapport à la charge paramédicale au niveau des établissements. Donc ça, c'est encore une volonté aussi de notre dispositif d'accompagner avec des services, avec une véritable expertise. On va accompagner le dispositif médical, une troisième partie, avec de plus en plus de nouvelles formes de partenariat. Vous l'avez peut-être entendu, aujourd'hui on est capable, comme au CHU de Rouen, de faire des propositions au niveau commercial, à présenter à l'établissement de santé des partenariats à plus ou moins long terme. C'est par exemple le financement comme c'est passé au CHU de Rouen, qui est passé à la presse sur des salles hybrides pour répondre au mieux au parcours du patient et à l'accès aux soins. Et puis nous accompagnons le dispositif médical, donc c'est le dispositif médical dans le temps. Ça nous est imposé, c'est pas parce qu'on l'a vendu, etc., et qu'on n'a pas apporté du service, voilà, ça nous est imposé par la NSM. On a des obligations qui sont tout à fait légitimes, au-delà de la pose et de l'utilisation. Nous traçons et nous suivons l'ensemble de nos dispositifs médicaux avec des techniques très fermes par rapport à ce suivi
Et à titre d'information, pour vous donner une idée, chez Medtronic en France, on a à peu près 1300 salariés, dont la moitié est sur des sites de production, donc il vous reste à peu près 700 personnes sur l'ensemble du territoire français, autres que les sites de production, et c'est plus de 10 personnes qui s'occupent justement de ces obligations réglementaires. Voilà grossièrement comment est perçu le chemin ardu du dispositif médical, de sa conception à sa commercialisation. Alors que j'ai vu le terme, je pense que c'est peut-être aussi un titre qui est un peu trompeur, parce qu'on ne s'arrête donc pas qu'à la commercialisation, nous allons donc bien au-delà en tant qu'industriel. Medtronic a vraiment la volonté, donc et la vocation à être un acteur du système de santé, avec des réflexions sur l'ensemble des parcours. Et puis je ne voudrais pas terminer sur une note si négative avec toute la pénibilité et puis l'accent sur les difficultés administratives. Je voudrais quand même dire qu'une façon globale, nos objectifs médicaux sont conçus et sont suivis sur le marché français afin de répondre aux besoins des patients. Et cette conception, ce qu'on trouve toujours très intéressant, c'est qu'elle est par là une co-construction, en tout cas ce qu'on peut voir de trois acteurs principaux, qui passent forcément par vous, médecins, que vous traitez, vous soignez les malades, par les établissements de santé, qui en collaborant avec de plus en plus de partenariats innovants, ce qui est autour du qui traîne autour, qui est dans le giron du dispositif, et puis le régulateur qui est le troisième acteur, qui s'assure et qui mesure le bon usage et le bon fonctionnement du dispositif médical et dans les différents services. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions à poser à Stéphane Rémy sur le sujet? Oui, Bertrand. Tiens. C'est plus une remarque qu'une question pour avoir bien étudié tout ce circuit-là. Moi, ce qui me frappe, effectivement, c'est que, au fond, le temps entre le marquage CE et le remboursement en France est incroyablement long. En revanche, il n'y a pas assez d'efforts sur l'évaluation en pratique réelle de la technique. Et je pense qu'on aurait tous intérêt, en premier les chirurgiens et les patients, mais aussi les industriels, à penser à un nouveau processus qui irait plus vite vers un remboursement à la limite temporelle, mais qui étudierait mieux en pratique courante comment cette nouvelle technique améliore réellement l'efficience, avec éventuellement un rétrofeedback pour supprimer, arrêter le truc. Ça, on ne le fait pas, et c'est à mon avis très préjudiciable. Sauf erreur de ma part, je crois avoir vu un article dans le PLFSS qu'on est en train d'étudier en 2019 qui nous permettrait un peu d'aller au-delà de l'article 51 sur des formes d'expérimentation et aussi des expérimentations budgétaires pour pouvoir faire profiter effectivement des patients des innovations à suivre. Mais je crois qu'on a un article qui pourrait répondre effectivement à votre remarque. Non, alors ce que vient de dire Bertrand Lucas, c'est absolument important. D'ailleurs, c'est ce que l'Académie de chirurgie a mis dans son rapport pour la surveillance. Et là, je vais vous donner, on s'est pas mis d'accord avec Bertrand, mais en 2 diapos, c'est le problème des suivis et j'ai mis du suivi individuel ou par cohorte au suivi d'industriels, puisque Medtronic fait partie de certains industriels qui ont une qualité de suivi qu'il faut reconnaître est très bonne, et on reboucle avec ce qu'a dit Bertrand, c'est-à-dire les bases de données, parce qu'actuellement la CNAM sait exactement le nombre et ce que sont devenus sur le plan administratif ou extrême, c'est-à-dire la mort, les dispositifs médicaux. Vous savez qu'il y a eu des problèmes, des prothèses gynécologiques pour cure de prolapsus qui ont entraîné des problèmes de complications infectieuses, d'érosion considérables. Et voilà, aux États-Unis, vous avez actuellement pour ces prothèses pour prolapsus, je donne 2 exemples. Endo International qui a racheté AMS, qui était le fabricant des cinquières artificielles, mais qui s'était aussi lancé dans des mèches, a été racheté. Ils ont revendu à Boston Scientific la partie homme. Et puis au bout de 2-3 ans, ils ont arrêté la production de Astora qui était partie femme. Pourquoi? Parce qu'ils avaient 20 000 cas de femmes qui avaient été opérées et qui avaient fait une class action. Et il y en a pour 2,6 milliards de dollars d'indemnités.
Si on prend Johnson & Johnson, ils n'ont pas 20 000, ils ont 50 000 class action. Donc 20 000, ça fait 2,6 milliards. Et j'ai regardé un peu sur Internet avant-hier, les avocats qui s'occupent de ces patientes continuent à envoyer à toutes les malades, par la voie de presse, des informations en disant vous pouvez toujours porter plainte, on va voir. Donc, vous voyez ce problème-là. Ce qui fait qu'actuellement, non seulement les prothèses pour prolapsus ont été retirées du marché, mais en plus de ça, comme la FDA au départ, en 2011, avait dit toutes les prothèses utilisant des systèmes à maillage sont dangereuses. Donc les prothèses pour prolapsus et les prothèses pour incontinence étaient mises en même panier. La FDA a dit en 2016, on s'est trompé, les prothèses pour incontinence ne sont pas dangereuses, mais celles du prolapsus, oui. Cela dit, entre-temps, la majorité des laboratoires qui faisaient ces prothèses des deux sortes les ont arrêtées. Ce qui fait qu'actuellement, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, quasiment on ne trouve plus de TVT, TOT qu'on utilise en France, parce que ça a été considéré comme les autres prothèses. Et l'idée de cette communication, c'est parce que on s'est dit comment ça se fait. Alors, dans la presse, il y a eu plusieurs articles sur ces prothèses vaginales. Comment ça se fait qu'actuellement, les prothèses en maillage pour incontinence qui sont toujours sur le marché en France, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'ANSM a lancé en 2015 une étude. On est en 2018, on n'a toujours pas, j'ai cherché partout sur Internet et sur le site de la NSM, c'est marqué qu'il y a une étude qui est en cours, mais on ne sait toujours pas les résultats. Et donc c'est pour ça que j'ai mis Henri Bensadoun avec moi, parce que j'avais téléphoné à Henri Bensadoun, qui est aussi un urologue et qui est un peu le frère jumeau de Bertrand Lecax, et Henri, très gentiment, pendant 8 jours, a fait tourner le PMSI, et je vais vous montrer les résultats. Pour savoir de deux choses l'une, où ces prothèses pour incontinence sont également dangereuses, et pourquoi elles sont encore sur le marché, ou elles ne sont pas dangereuses, et pourquoi on ne dit pas qu'elles ne sont pas dangereuses, et que les laboratoires, on comprend pourquoi les laboratoires, aux États-Unis, tout ça, ont arrêté de les vendre, parce qu'on les avait assimilés aux autres, mais ça pose un problème. Et donc, Henri a regardé de 2010 à 2017, donc sur les 4 codes TVT, TOT, il y avait 292 563 séjours de malades, des séjours pour la pose de la prothèse, et ça a été lié avec le chaînage à 1,5 million de séjours, parce que la malade, elle a pu être aussi hospitalisée pour une grippe, pour une pneumonie, pour des choses qui n'avaient rien à voir. Et donc il a fait ce qu'on appelle un nettoyage, c'est-à-dire en retirant tout ce qui n'avait rien à voir avec le TVT, TOT, et y compris, parce que certaines malades avaient à la fois un TVT, un TOT, puis une hystérectomie, puisque les lésions sont parfois associées, et comme on voulait étudier la morbidité et la mortalité, on a retiré les interventions qui étaient faites en même temps, parce qu'on ne peut pas dire à quoi c'était fait. Et donc au total, il y a en gros 230 000 patientes et 236 000 opérations qui ont été faites donc, sur 7 ans en France. Les résultats, la morbidité. Donc la morbidité dans les cas d'incontinence, c'est soit les épisodes de rétention ou de dysurie, soit les épisodes de douleur ou d'infection. Rétention et dysurie, ça se traite par la section de bandelettes, soit dans les jours qui suivent, donc synchrone, soit plus ou moins longtemps après. Donc vous voyez en France, c'est 0,4% et 1%. Donc c'est quelque chose qui est dans des chiffres parfaitement habituels dans la chirurgie fonctionnelle. Les ablations, qu'elles soient partielles ou totales, c'est 0,4% ou 1,6%. Donc on peut déjà dire que sur le plan justement des complications infectieuses et des ablations pour complications infectieuses, c'est des taux qui étaient exactement les mêmes avec la chirurgie ouverte classique. Quant à la morbidité, sur ces 236 000 patients, il y a eu 691 décès, 14 au moment de l'opération dans la même hospitalisation, 3 dus à des infarctus, donc on ne sait pas, peut-être qu'ils sont liés, donc on les a comptés, et 11 qui sont imputables à la technique sans qu'on sache toujours dans le SNIRAM, c'est un des problèmes, la cause du décès. À distance, il y a eu 677 cas de décès. Henri les a revus un par un pour pouvoir dire s'ils étaient imputables ou non imputables. Il y en a 12 qui sont liés à l'intervention et il y en a 11 qui sont douteux. Ce qui fait au total 37 décès, c'est-à-dire
1 à 2 malades sur 10 000 malades opérés. Donc on peut dire, et ça montre l'intérêt des études qu'a évoqué Bertrand tout à l'heure, et ce qui sera encore mieux si c'était chaîné avec des notions cliniques, mais on peut dire actuellement qu'en France, il n'y a aucun problème avec le TBT ou TET pour cure d'incontinence. Et donc, c'est pour ça qu'on parlait, et qu'on avait demandé à Stéphane Hamil de faire le topo, parce qu'en effet, toute cette partie du suivi pourrait être pour tous les dispositifs médicaux connus par bien des bases de données, et actuellement, les organismes officiels, ça fait 5 ans qu'ils travaillent dessus, il n'y a toujours pas de publication. En 8 jours, avec Henri Ben Sadoun, on a obtenu les chiffres. Donc ça montre le rôle que peuvent avoir les sociétés savantes ou les académies sur ce sujet-là. Je vous remercie. Bien, merci François. Je crois qu'on est un petit peu en retard, mais je pense que les débats étaient très intéressants. On va clore la séance maintenant et je remercie l'ensemble des orateurs et des participants.